Voilà. Donc bonjour aux uns et aux autres. On va donc poursuivre les travaux de ces très jolies doctorales avec la dernière session qui est consacrée, qui s'appelle « En quête de paysage » avec un jeu de mots évidemment sur le terme « enquête ». Pour animer cette session où je suis... Oh, je n'ai pas écrit ton nom. Quelle horreur. En plus, on se connaît assez bien. Donc, je suis avec ma collègue Taiyuan Nguyen de l'université d'Hanoï. Et c'est assez amusant parce qu'on a mis ensemble une architecte urbaniste et une géographe pour discuter une session sur le paysage. Mais en fait, il y a beaucoup de liens évidemment entre toutes nos disciplines et notamment autour des images, comme on le verra dans la discussion. Nous entendrons donc successivement Amandine Saget, ici présente, qui fait une thèse sur le paysage en cours d'achèvement à l'université Bordeaux-Montaigne, à l'école doctorale Montaigne Humanité, et l'UMR Passage qui nous accueille en ses murs aujourd'hui. Ensuite, nous entendrons Alessandra Marcon, qui a terminé sa thèse, qui est une jeune docteure en urbanisme et aménagement de l'espace, et qui a fait sa thèse en co-tutelle entre la WAV de Venise et l'université Gustave Eiffel, l'UMR à Auxerre, que les collègues en paysage et urbanisme connaissent bien. Et puis, nous terminerons par Vincent Roel, ou Raoel, Roel, c'était parfait, qui lui est en cours de thèse, une thèse en art, donc associée au laboratoire Artes, également à l'école doctorale Montaigne Humanité. Donc, comme pour les autres sessions, 30 minutes de présentation, chacun votre tour, et puis on renvoie la discussion pour avoir une discussion plus générale à la dernière demi-heure. Amandine, tu peux commencer. Ça marche, oui. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler de ma thèse qui parle des fermes paysages en Pays basque intérieur. Elle est sous la direction de Bernard Davas et Cyril Marlin. Il est courant d'associer les paysans et les paysages, mais cette association qui semble très fertile n'est pas neutre pour autant. En fonction de qui parle, d'où il parle et dans quel cadre conceptuel il s'inscrit, les quotidiens concrets des paysans, leur travail et leurs activités de tous les jours seront plus ou moins pris en compte et regardés de loin. Ils seront plus ou moins des habitants extraits de leurs propres espaces. Les interactions quotidiennes et ordinaires qu'ils ont avec leur milieu seront plus ou moins rendues abstraites et génériques, et dans un certain sens, ils peuvent être dépossédés de leur propre capacité d'action paysagère. Dans un premier temps, je vais vous donner quelques éléments rapides pour situer le problème auquel tente de répondre l'enquête que j'ai mise en œuvre en Pays basque intérieur depuis 4 ans. Je décrirai ensuite ce que recouvre cette idée d'enquête et comment elle a été construite, en même temps que son terrain, c'est-à-dire progressivement. Enfin, je présenterai quelques pistes pour tenter de prendre la mesure de la complexité des interactions ordinaires paysans-milieu recueillies pendant l'enquête. Je vais passer assez rapidement, mais le couple paysan-paysage, c'est un thème de recherche et un mobile d'action. Depuis les années 70, des agronomes puis des équipes pluridisciplinaires étudient les liens entre les paysans et les paysages, pour mieux comprendre l'agriculture ou bien pour mieux saisir les évolutions de territoires ruraux, c'est-à-dire toujours dans une perspective d'accompagnement ou développement de l'agriculture ou des espaces ruraux. De manière peut-être plus récente, des recherches décrivent les valeurs, les perceptions et les représentations paysagères des agriculteurs en les questionnant directement, à l'aide de médias comme la photographie, ou encore en observant parfois très finement leurs pratiques agricoles et leur travail. Dans le champ de l'action publique, paysans et paysages sont aussi associés de manière plus ou moins directe. Pour le moins, une forme de responsabilité des agriculteurs envers les paysages semble admise dans la manière dont se construit la PAC depuis les années 1980 autour d'une idée de l'agriculture comme multifonctionnelle.
Certaines des pratiques agricoles sont depuis lors évaluées, déclarées, quantifiées en l'échange d'aides financières. Les pratiques et espaces des agricultures paysannes, biologiques et ou agroécologiques semblent aussi aujourd'hui des objets de recherche pour des paysagistes, des urbanistes, des géographes, qui peuvent y voir des ressources pour penser le fait urbain, le développement de territoires, la préservation des environnements, etc. Pourtant, il semble que si ces discours s'intéressent aux formes paysagères ou résultats des pratiques agricoles, ils écartent de manière plus ou moins intentionnelle les interactions ordinaires entre les paysans et leur milieu, au sens de milieu humain, qui pourtant produisent ces résultats. La manière dont les agriculteurs font part pour le paysage est parfois considérée attentivement, mais ce que les paysans font qui fait paysage semble disparaître. Les interactions que des paysans ont tous les jours ou de manière ordinaire avec d'autres êtres ou choses dans leur ferme n'apparaissent pas dans des discours qui pourtant fondent leur action sur ces pratiques et visent à la préservation des paysages et des environnements. C'est donc à cette fabrique ordinaire du paysage que s'intéresse ma recherche. En matière d'agriculture, des recherches sur les savoirs mis en œuvre dans les modèles d'accompagnement depuis les années 60 de l'agriculture montrent que les savoirs mis en œuvre sont souvent standardisés et donnés aux agriculteurs dans une logique descendante. Dans les années 80, la sociologue Michèle Salmona dénonce ces savoirs algorithmisés des conseillers agricoles et les politiques incitatives de l'État qui, selon elle, appauvrissent les expériences paysannes. Les nouveaux standards de l'agriculture moderne nient alors les savoirs paysans de l'expérience et par là même leur propre capacité d'action et de décision. D'autres figures, comme celle du paysan André Pochon, un paysan breton, ou le berger basque Jean Pitreau, se sont élevés aussi dans les années 60 et ils se sont évertués à fonder des nouveaux partenariats avec la recherche qui ne nieraient pas leurs expériences de tous les jours. Dans les années 50, les CIVAM ont été créés, les centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Et eux, dès le départ, ils s'inscrivaient dans une logique, dans un paradigme d'éducation populaire qui dénonçait ces logiques de savoir descendant. Mais toutes ces initiatives ne sont pas syndicalement majoritaires. Aujourd'hui, à travers des thèmes porteurs comme celui des semences paysannes, de la formation des futurs paysans en agroécologie, de la préservation des races menacées, des conditions d'élevage, la nature des savoirs qui sont mobilisés dans l'action en matière d'agriculture est questionnée. La chercheuse Élise de Melaner décrit le cas des semences paysannes comme particulièrement lié aux questions de la standardisation, de l'origine des savoirs mobilisés et de la place des expériences paysannes. Je vous ai mis cette photo parce qu'au Pays Basque, il y a un gros travail qui est fait sur les semences paysannes, notamment par le CIVAM, blé, et par des paysans autour de ce maïs Artogoria, qui est un maïs panifiable, et une semence paysanne. Dans ce contexte, n'y aurait-il pas une coévolution possible des liens recherche en paysage paysan ? Le paysage, puisqu'on s'accorde tous pour dire qu'il concerne, enfin je crois, pour dire qu'il concerne les interactions humains-milieu à de nombreuses échelles, ne peut-il pas être une entrée encore favorable pour tous ces enjeux liés à l'agriculture et aux espaces ruraux ? Mais alors, comment s'accrocher au quotidien des paysans qui semblent tout le temps disparaître pour observer le paysage en train de se faire ? Et comment rendre compte de ces paysages en train de se faire saisis à leur juste échelle ? Ma proposition, c'est qu'il faut mener une enquête. Mener l'enquête, ça sert à répondre à ce trouble de départ que je vais vous expliquer et à construire plus clairement un problème. Il faut que la manière que j'ai de présenter l'enquête, ça ne correspond pas à la manière dont elle a été concrètement mise en œuvre. Parce que l'enquête n'est pas déterminée a priori comme une méthode de recherche pour un problème posé à l'avance, sur un terrain donné et conformément à des hypothèses préétablies. Elle correspond à une démarche de recherche inductive, dont on a parlé ce matin. Joël Zask, qui est spécialiste de la philosophie pragmatiste de John Dewey, explique que si c'est un premier trouble qui conduit à mener l'enquête, c'est l'enquête elle-même qui permet de poser le problème plus clairement.
De la même manière, le terrain de l'enquête ne peut être borné a priori, il ne peut être un déjà là, il va être construit au cours de l'enquête. Qu'est-ce que c'est que ce trouble de départ ? C'est une première expérience de recherche immersive au Pays Basque qui portait sur les quotidiens paysans qui a causé un trouble. En fait, les paysans rencontrés au sujet de leur quotidien, ils évoquaient des expériences d'interaction très nombreuses qui convoquaient de nombreux intervenants, des humains, des animaux, des végétaux, des phénomènes climatiques, des objets. Ces expériences, elles se répétaient quotidiennement ou alors elles étaient liées à des saisons ou à certaines conditions. Elles se déroulaient toujours aux mêmes endroits dans la ferme, ou bien elles faisaient référence à d'autres environnements qui faisaient référence, d'autres territoires qui faisaient référence, comme la montagne ou les salles de réunion du syndicat. Ces expériences, elles font tout le paysage. Pour autant, si on s'accroche, à ce moment-là, si on ne s'accrochait pas à elles sous l'angle de l'ordinaire et du quotidien, au prétexte de l'enquête, c'est-à-dire un moment dédié à la récolte rigoureuse et à l'observation rigoureuse, si on s'écartait juste légèrement, pour parler plus généralement, elles disparaissaient. Alors, comment parler de ces assemblages qui semblent être ni des modèles, ni des représentations généralisables ? Comment parler de toutes ces interactions ordinaires entre des humains, des non-humains, des vivants, des non-vivants, entre ces paysans et leur milieu, encore une fois au sens du milieu humain ? Comment parler du paysage en train de se faire ? Pour évoquer avec les paysans leurs expériences ordinaires, j'ai mis en œuvre plusieurs postures d'observation. Alors, ça répond d'abord à l'idée qu'en matière de paysage, la position depuis laquelle on observe produit quelque chose. Ça renvoie aussi à l'idée que les connaissances sont toujours situées. C'est une idée qui est développée, évidemment, notamment par des théoriciennes des épistémologies féministes comme Donna Haraway. Donc, parmi ces postures, il y en a eu plusieurs. Il y a eu des entretiens qui ont été menés à 2 ou 3 dans une 60aine de fermes du Pays Basque intérieur. Ils étaient le moins directifs possible. Ils portaient sur le quotidien des paysans, sur leurs rencontres et leurs gestes de tous les jours. Il y a aussi eu des ateliers collectifs, 2 ateliers de restitution du travail d'entretien auprès des paysans et 2 ateliers mobiles où des paysans et où des chercheurs ont voyagé en camionnette pendant une demi-journée en Soule et en Basse-Navarre. Je précise que je n'ai pas la maternité de ce dispositif, mais en tout cas, on l'a expérimenté au cours de l'enquête. J'ai participé à des chantiers collectifs avec des paysans de récolte, de battage des blés paysans, pour revenir aux semences paysannes. Et j'ai mis en œuvre aussi, plus ou moins intentionnellement, 2 périodes d'observation participantes, une en pépinière en tant qu'ouvrière horticole, et une en tant qu'ouvrière agricole dans un élevage bovin laitier. Il y a aussi eu des périodes de travail comme remplaçante dans une ferme en autonomie, et bien sûr la posture d'habitante que je décris en dernier mais qui est en premier dans le tableau pour dire à quel point elle est fondamentale. Puisque je suis restée, je ne sais pas si c'était clair, mais je suis restée habitée là-bas pendant 4 ans. Avant d'aborder de manière plus frontale le terrain de l'enquête, il faut noter que l'enquête, à mon sens, ne peut se faire que sur la durée. La frise ici, elle peut paraître peut-être un peu barbare, mais c'est pour montrer l'alternance des différentes postures d'observation qui ont été mises en œuvre pendant l'enquête et le bricolage de l'enquête sur le temps long. Bricoler l'enquête, c'est aussi intégrer des situations issues de la vie quotidienne dans l'enquête. Des situations qui n'étaient pas forcément pensées au départ comme des dispositifs d'observation, mais qu'ils sont devenus. Par exemple, dans mon cas, ça a été le fait de devenir factrice pendant plusieurs mois en 2020, pendant les périodes de confinement. Au départ, ce n'était pas pensé comme un dispositif d'observation, puisque ça répondait surtout à une logique de financement personnel. Mais en fait, il s'est avéré que ce métier offre une vraie possibilité d'aborder les quotidiens d'une manière qui semble finalement aussi pertinente pour l'enquête. Donc, les comptes rendus d'expériences relevées pendant toutes ces situations et toutes ces périodes, ils sont intégrés à l'enquête. J'ajoute que mener l'enquête, c'est accepter d'être affecté.
C'était important pour moi de rajouter ce prérequis parce que, alors, accepter d'être affecté, ça vient du titre d'un article de l'anthropologue Jeanne Favry-Saada, qui a étudié la sorcellerie dans le bocage mayennais. Et elle explique qu'elle a pas eu d'autre choix pour mener à bien son travail de recherche que de devenir elle-même désorceleuse ou ensorceleuse, selon le rôle que lui donnaient ses interlocuteurs. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est aperçue que la sorcellerie, c'était un système de communication et que tant qu'elle n'y était pas prise, pour reprendre son expression, elle ne pouvait pas l'étudier. Il fallait qu'elle accepte d'être affectée. Alors bien sûr, il y a d'autres chercheurs en paysage qui revendiquent une implication forte dans leur terrain, mais ce que je retiendrai avec cet exemple, c'est l'idée que sans accepter d'être affecté, l'objet lui-même, de toute façon, est inaccessible. Et il semble que ça soit aussi le cas au sujet des interactions ordinaires des paysans. Et j'ai mis cette photo parce que pour moi, ça a été un moment très fort où je me suis rendu compte que j'étais affectée par la situation. C'est quand, au cours de ma période de travail dans une ferme en élevage bovin, j'ai été amenée à aider une vache à véler et à entrer très fortement en contact avec elle, où là, je me suis dit qu'il fallait vraiment être engagé et sincère dans l'enquête pour faire ça, parce qu'on ne peut pas aider une vache à véler et être purement observateur. Bref. La construction du terrain, pour moi, c'est un résultat de l'enquête. Je l'ai dit, le terrain, il n'est pas posé a priori. Alors, il ne correspond pas à un territoire institutionnel, ni à un espace délimité sur une carte IGN. Il faut l'entendre comme un terrain inspiré du sens ethnographique du terme, c'est-à-dire qu'il intègre le milieu et les populations avec lesquelles ils interagissent, enfin, lesquelles interagissent. Bon, à minima, pour ne pas vous perdre complètement, le terrain, il a pris place en Pays Basque intérieur, principalement en Soule et en Basse-Navarre. Ce matin, Hugo a montré ces provinces que vous voyez là, dans le monde paysan. Alors, le monde paysan basque, c'est complexe et ça s'exprime dans différents espaces de multiples façons et sur des temporalités variables. Ce que je peux dire, c'est que c'est par le bouche à oreille que les paysans avec lesquels les entretiens ont été menés ont été rencontrés. Au départ, il y avait eu 2-3 rendez-vous organisés par la chercheuse paysanne Anita Duo, qui faisait partie de l'équipe de recherche. Puis chacun était invité à donner le contact d'un paysan ami qui pourrait accepter de se livrer au même exercice. Une soixantaine de paysans ont été rencontrés de cette manière durant presque 4 mois. Et cette méthode d'échantillonnage dite boule de neige, ah oui, c'était ça que je voulais dire, c'est que cette méthode d'échantillonnage, en fait, elle est souvent utilisée dans le cas des données difficiles d'accès. Par ailleurs, je dirais, nous, il se trouve qu'elle s'est montrée efficace pour parler du quotidien. Je trouve que c'est éloquent. À partir de ce travail, un réseau d'interconnaissance s'est constitué, et c'est par ce réseau que j'ai pu travailler dans la pépinière et la ferme en élevage bovin. Le monde paysan basque ne se laisse pas définir simplement. Il renvoie à une multitude de phénomènes, d'acteurs, de lieux, de pratiques, de temporalités, d'organisations, d'institutions. Il est très complexe et il est lié de multiples façons à d'autres mondes alternatifs au Pays basque. Il s'est positionné en dehors des institutions représentantes officielles de l'agriculture en France et il s'inscrit sur un territoire institutionnel lui-même exceptionnel, parce que la communauté d'agglomération Pays basque est une des plus grandes intercommunalités. Ce monde ne saurait donc être présenté de manière exhaustive maintenant, mais je peux présenter 2 points qui ont été saisis au cours de l'enquête. Et juste avant de présenter ces 2 points, ici vous avez l'affiche de l'Ourama, c'est le salon de l'agriculture paysanne, où je vous invite à venir l'année prochaine. Ça se passe à Biarritz. Alors, qui présente l'agriculture basque ? Il y a en effet un enjeu définitionnel. Pour différentes raisons, le positionnement de celui qui décrit l'agriculture du Pays basque est reconnu comme un enjeu par les paysans et d'autres habitants aussi qui sont plus ou moins impliqués dans une activité agricole. Selon le politologue Chabir Ritsaina, cet enjeu définitionnel est lié au fait que la question agricole est imbriquée avec d'autres questions publiques au Pays basque. Lui, il a étudié ce mélange au travers de la création de HLG Euskal Herriko Laborantza Ganbara,
qui est la Chambre d'agriculture alternative du Pays Basque. Elle a été créée en janvier 2005 et elle est l'émanation d'une lutte syndicale portée depuis 1999 par le syndicat ULB, qui est membre de la Confédération paysanne, mais aussi par les maires de 110 communes sur 159, qui se sont prononcés en sa faveur en 2001. Un des enjeux de la création de EHLG, c'était de pouvoir se doter d'une organisation d'accompagnement qui prenne en compte la spécificité de l'agriculture basque, ce que la Chambre d'agriculture départementale ne faisait pas, selon les représentants syndicaux. Ici, je vous ai mis la carte d'assolement qui est présentée en première page d'accueil de la Chambre sur le site internet de la Chambre départementale, parce que je trouvais que c'était assez éloquent. Ce gros trait au milieu, là, noir, ça a l'air de correspondre à la frontière entre Pays Basque et Béarn, mais il n'est pas dans la légende. Donc je trouve que c'est assez représentant de ce non-dit. Quoi qu'il en soit, les données agricoles classiques du RGA, prises en compte par la Chambre d'agriculture, ne suffisent peut-être pas à décrire effectivement l'agriculture basque. Et c'est pour cette raison que HLG a fait un important travail de portrait de l'agriculture basque, qui est aujourd'hui repris par la CAPB. Pour vous donner quelques informations rapides, selon HLG, la surface agricole utilisée au Pays Basque en 2010 était de 124 195 hectares, dont 72% en part montagne. Si on ajoute 50 000 hectares de surface collective, ça représenterait, d'après HLG, 70% du territoire. 4 454 fermes étaient en activité en 2010, avec une tendance à la baisse, comme en France, et par contre à la hausse de la SAU par ferme. Il y a plus d'actifs agricoles au Pays Basque qu'en France, et les exploitants sont globalement plus jeunes. L'agriculture du Pays Basque, si ça vous avait échappé, est spécialisée dans l'élevage ovin, laitier, mais il y a aussi des bovins et d'autres productions, y compris végétales, avec des grandes cultures dans les endroits qui ne sont pas trop en pente, et aussi des cultures spécifiques, le piment, la vigne, le maraîchage, les fruits. Par ailleurs, dans les discours de HLG, on peut remarquer que cette spécificité de l'agriculture basque, elle serait en adéquation naturelle. Elle serait en adéquation naturelle avec l'engagement de la majorité des paysans pour une agriculture dite paysanne, qui s'oppose au modèle de développement productiviste dominant. Je ne vais pas pouvoir développer plus ce sujet, mais je vous ai mis une citation issue des portraits de l'agriculture basque par HLG que je trouve qui résume un peu ces principes dont vous voyez la fleur de la paysannerie. Je vous la lis. « Heureusement, tous les paysans et toutes les régions ne sont pas complètement intégrés dans cette spirale, donc la spirale du développement productiviste. Au Pays Basque, nous pouvons encore dire qu'une majorité des paysans pratiquent une agriculture cohérente, liée au sol, sur des petites ou moyennes exploitations. Ceci constitue une richesse collective inestimable en termes de vie sociale, de valeur ajoutée, de paysage, de culture et d'environnement. Ce trésor collectif permet, au-delà de l'agriculture, au tourisme et à l'ensemble de l'économie, de faire valoir les atouts d'un territoire à l'image si positive. L'agriculture paysanne est justement cette agriculture que nous voulons, capable de faire vivre décemment des paysans nombreux sur des exploitations à taille humaine, dans le respect des consommateurs et de la nature. » Ok. Alors, quand j'ai travaillé à la pépinière, je me suis rendu compte que la question de savoir si les fermes que je rencontrais étaient des fermes paysannes ou pas, finalement, ce n'était pas une question pertinente. Parce que déjà, l'agriculture paysanne est posée comme une ligne d'horizon avec laquelle les paysans sont invités à s'auto-évaluer pour voir ce qui pourrait améliorer ou pas. Et en l'occurrence, ce paysan dans la pépinière, il était hyper impliqué dans tout ce réseau de paysans. Et donc, il est apparu que c'était surtout aux paysans eux-mêmes de se placer et que ce n'était pas vraiment l'objet de ma recherche. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, je le répète, c'est les interactions ordinaires des paysans. Alors, il y a eu de très nombreuses expériences qui ont été relevées pendant cette enquête qui semblent montrer que les fermes paysages sont des multiplicités. Multiplicité, c'est pour parler des assemblages complexes dont on peut donner ni une structure ni une image. Elles ne sont pas des modèles. Pourquoi ?
D'abord parce qu'elles font intervenir des agents très nombreux de nature variable qu'on ne peut pas facilement classer. Ici, je parle d'agents pour éviter de suggérer une intention, une stratégie qui serait plus mise en avant dans le terme d'acteurs. Ces agents donc sont de nature variée, ils sont vivants ou non vivants. Le tracteur, par exemple, participe de l'assemblage de la ferme, tout comme la maison ou la pluie, et pourtant ils ne sont pas vivants. Ils peuvent être présents en permanence ou non. Les grues cendrées, par exemple, ne font que passer 2 fois dans l'année, et pourtant elles occupent une place forte dans le paysage lors de leur passage. Et même le critère finalement vivant, non vivant, il n'est pas aussi évident que ça, puisque quelque chose comme le virus, que les biologistes n'arrivent pas vraiment à classer parmi les vivants ou les non vivants, ils ont une place pourtant très importante dans l'assemblage de la ferme. Sans parler des virus très connus récemment. Un qui est très connu au Pays Basque, malheureusement, c'est l'influenza aviaire, qui, en étant détecté à même moins de 4 km d'une ferme, peut causer l'abattage de tout un troupeau de canards par les services de l'État. Donc les agents sont très variés. Parfois c'est des individus, dans d'autres cas c'est des groupes, et parfois c'est même des indénombrables. Par exemple un troupeau, une curée de vautours ou un ruisseau. En tout cas, ils sont très variés. Ensuite, ces fermes paysages sont des multiplicités parce que les temporalités à l'œuvre semblent elles aussi multiples et enchevêtrées. Elles correspondent à des temps cycliques ou linéaires, comme les saisons ou le temps de croissance d'un pin pour utiliser son bois pour faire de la charpente. Elles correspondent à des rythmes différents. Un troupeau de vaches marche globalement plus lentement qu'un troupeau de chèvres. Ces temporalités sont connues par les paysans et parfois inconnues, voire incertaines. Parfois, les temporalités à l'œuvre sont connues par les paysans, mais ne peuvent être reportées sur des outils de mesure, des instruments de mesure. Alors, je voulais vous montrer à travers l'exemple des foins. Je ne sais pas si j'ai le temps. Il reste. Ok. Alors, l'exemple des foins, il est assez parlant, parce qu'il montre justement toutes ces temporalités multiples à prendre en compte. Et aussi, les fermes paysages, elles sont des multiplicités parce qu'elles renvoient à des territoires variés et multiples. Je me suis exercée un peu à associer à chaque expérience relevée, pour une centaine de comptes rendus, à associer 1, 2 ou 3 territoires qui semblaient émerger directement du compte rendu. Et en fait, sur les 138, il n'y en a aucune expérience qui renvoyait à un seul territoire. Les territoires, ici, c'est entendu, c'est pas pour révolutionner la notion, mais c'était pour essayer de trouver un outil pour parler de ces expériences. J'ai entendu territoire dans le sens de plutôt hérité de Deleuze et Guattari et de l'éthologie, d'un territoire comme l'expression d'un déploiement dans l'espace ou en intensité d'être. Et ces territoires, ils sont multiples et ils sont sur des échelles très variées. Ils passent de l'intraparcellaire avec un paysan, une limace et 2 rangs de salade, à l'international, un paysan et son frère émigré aux États-Unis qui se fait conseiller de planter de l'avoine. Et entre ça, il y a tout un tas d'échelles de territoire qui interviennent. Donc pour conclure, je ne vais pas développer ici l'idée que c'est quel type d'action on peut envisager à partir de ces fermes paysages multiplicités. Mais ce que je peux déjà dire, c'est qu'au regard de toutes ces expériences, il semble que pour envisager un type d'action, il faut nécessairement prendre, quand on a, à moins de considérer que ne pas tenir compte des expériences ordinaires des paysans est problématique, il faut forcément prendre ses distances avec les territoires institués, avec la temporalité unique et linéaire peut-être du projet de paysage découpé en phases comme dans la commande publique, et envisager autre chose. Bon, je vous remercie. Alors, bonjour à tout le monde. Donc, l'intervention d'aujourd'hui est extraite d'une partie de ma thèse doctorale qui était
réalisé en co-tutelle entre l'UAF de Venise et le laboratoire ECS de l'École d'architecture Ville et Territoire de Paris-Est, sous la direction de Maria Cheratosi et Sébastien Marot. Donc, la thèse traite de la déconstruction de certains paradigmes des territoires productifs contemporains. En particulier, l'intervention d'aujourd'hui extraite de la partie centrale de la thèse, qui est dédiée au territoire du productivisme, paysage altéré par les logiques agro-industrielles, que j'ai exploré notamment dans le cadre du bocage vendéen par le biais d'un voyage sur un transect. Donc, il s'agit d'une thèse en urbanisme et aménagement de l'espace, mais qui, surtout dans cette partie, hérite d'une méthodologie de travail, une approche conceptuelle de ce courant de pensée qui est à cheval entre urbanisme, paysage et écologie, et qui orbite entre le regional planning et le landscape urbanism d'empreinte anglo-saxonne. Donc, les territoires productifs contemporains sont soumis à une pression croissante de la part des logiques agro-industrielles de type productiviste, et cela engendre de nouveaux agencements écoclimatiques. En effet, la pulsion productiviste, entendue comme culte sans précédent de la production comme telle, la plus efficace possible et à vocation exponentielle, a engagé une nouvelle progression des rythmes de production globaux dans le contexte d'une accélération inédite à partir de la moitié du XXe siècle. Ces mutations des systèmes productifs mondiaux comportent des phénomènes nouveaux d'altération de type visible et invisible qui ont des effets significatifs sur l'environnement. Donc, dans ce contexte, l'industrie et l'agriculture de type productiviste font partie des principaux contributeurs aux phénomènes d'altération écoclimatique planétaire et sont responsables respectivement de 21% et 24% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Elles constituent aussi le moteur des systèmes alimentaires dominants qui, dans leur ensemble, représentent 92% de l'impact sur la ressource en eau de la planète et un tiers de la ressource écologique totale. Ils ont ainsi un impact majeur sur le changement climatique en cours. L'agriculture et l'industrie d'empreinte productiviste contribuent de plus à la déstabilisation des unités spatiales traditionnelles comme ville, campagne, urbain, rural, qui structuraient les territoires et les paysages. Et donc ces catégories deviennent alors obsolètes car de fait, ces formes extensives de production s'inscrivent dans un système-monde qui dépasse largement les relations locales et traverse et relie des sphères d'échelle allant du micro-local au planétaire. La culture du projet nécessite alors de nouveaux outils et clés de lecture critiques pour comprendre et réinterpréter cette complexité. Dans ce sens, la culture urbaine a, depuis la fin du XXe siècle, renforcé ses alliances avec la culture du paysage et de l'écologie. Des alliances qui contribuent radicalement à renouveler les prismes et les catégories d'interprétation spatiale, les outils de description et les pratiques de conception des territoires et des paysages altérés par le productivisme. Comme je disais au début, donc, ma communication porte sur le cas d'étude centrale de ma thèse, qui est le bocage vendéen, choisi pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ce territoire présente aujourd'hui une configuration d'hybridation des caractères urbains ou ruraux, liés à l'origine en distribution diffuse des établissements humains, réunis sur le triptyque bourg, grand et petit village, tels qu'ils ont été décrits par les géographes ruralistes de l'Université de Nantes. Deuxièmement, parce qu'il s'agit d'un territoire productif, berceau d'un ancien système productif local, caractérisé par un phénomène d'industrialisation diffuse, une nébuleuse industrielle qui avait son cœur dans la ville de Cholet, et renforcée par des initiatives entrepreneuriales de type endogène et locaux, émergentes dans les années 70 et 80, et qui ont participé à en faire un territoire de succès, d'exception dans le contexte national. Enfin, parce que si à l'origine le système productif vendéen était lié au secteur textile, il s'est aujourd'hui spécialisé dans le secteur agroalimentaire, ce qui a impliqué de profondes transformations spatiales et écologiques, animées par des logiques planétaires de la grande distribution. Si la rhétorique du succès vendéen entretient un récit commun qui perdure, les discours dominants ancrés dans ce récit risquent de minimiser, voire de biaiser, de constituer un biais dans la perception collective des conditions écologiques réelles de ce territoire. Donc, la recherche part de la suggestion de Jean Renard, géographe ruraliste à l'Université de Nantes, qui suggérait que tout n'est pas rose dans ce succès du bocage. Renard évoquait l'existence de possibles ruptures et des tensions sous-jacentes. J'ai alors estimé qu'il était donc utile d'explorer nouvellement ce territoire avec un regard critique et de s'interroger sur les ruptures et les tensions qui auraient traversé les relations entre production,
territoires et paysages en Vendée. Pour sonder le paysage du bocage vendéen et ses relations avec la production agro-industrielle, j'ai adopté la méthode du transect, à la fois outil d'exploration du terrain et dispositif de sa représentation. Il ne s'agit pas d'un outil nouveau, il s'ancre entre autres, notamment dans la culture des investigations du paysage écossais sur le profil de la vallée de Patrick Geddes. La valley section, telle qu'elle a été définie par Lewis Mumford, figure très proche de Geddes, c'est une coupe allant de la montagne à la mer en suivant une rivière qui illustre la façon dont une civilisation s'organise sur un profil type de vallée, tout en exposant les relations entre capital, travail et pouvoir. Je ne vais pas trop approfondir donc, sur ce dispositif, mais je dirais que l'apport majeur de cet outil est ce qu'il aide de manière expérimentale à dépasser l'ancienne lecture dichotomique urbain, rural, ville, campagne, à dépasser les limites disciplinaires et à considérer pour la première fois les établissements humains dans leur territoire environnant. Donc c'est justement en considérant l'échelle régionale qu'il serait possible, selon Gued, de résoudre les problèmes sociaux et environnementaux qu'il avait commencé à identifier à son époque. L'hypothèse avancée est que la méthode du transect peut être alors un dispositif pertinent pour lire et interpréter la singularité et la complexité des altérations générées par les nouvelles relations interscalaires du productivisme agro-industriel, à condition que ce transect dépasse l'échelle strictement urbaine, réinsérant ainsi les dynamiques productives dans leur dimension régionale, voire planétaire. Le transect s'est construit sur un voyage réalisé sur une ligne qui traverse le territoire vendéen en partant du cœur de la nébuleuse industrielle de Cholet jusqu'à la Faute-sur-Mer, située sur la côte. Le voyage de 130 km a été principalement réalisé à vélo sur une semaine, mais il s'est nourri de nombreuses explorations réalisées auparavant et à la suite. Le transect est restitué sous forme de récit de voyage qui combine cartographie, documentation photographique, entretien et observation d'ordre personnel et sensible. L'objectif est d'identifier de manière située les phénomènes et conditions d'altération du paysage vendéen et de récolter et réélaborer le plus grand nombre d'indices de type fin. Il serait plus pertinent de parler de plusieurs subtransects qui se sont progressivement révélés au fur et à mesure du voyage entrepris et qui décrivent 4 séquences du paysage traversé. Le premier subtransect traverse le Haut-Bocage et s'étend de Cholet, cœur de l'ancienne nébuleuse industrielle, à Malièvre, se développant entre 120 mètres et 215 mètres d'altitude. Il s'agit d'un paysage vallonné caractérisé par d'importants escarpements rocheux dans le bassin versant de la Sèvre nantaise. C'est dans ce contexte que s'est organisé, à partir du XVIIe siècle, un vaste système de fabriques, de textiles et de chaussures, reliant les milieux urbains et ruraux par le biais de la production. Ici, moulins, maisons de tisserands, maisons de maîtres se combinent en série de micro-infrastructures encastrées dans les roches granitiques. D'innombrables lavoirs, de fontaines, des abreuvoirs enjambant la Sèvre nantaise qui recueillent ici l'eau de 60 sources éparpillées sur le coteau. Aujourd'hui, l'altération de cette rivière est liée plus particulièrement à la mécanisation de cours d'eau et à la dégradation de sa qualité. Plus de 500 ouvrages mécaniques dirigent et captent les flux d'eau de la Sèvre afin de la dompter, exploiter son énergie et réorienter sa ressource vers des usages productifs et domestiques. La mécanisation constitue physiquement un effet de seuil, d'infranchissabilité pour des espèces animales qui nécessitent d'une continuité hydraulique, comme l'anguille, qui est une des espèces en danger critique d'extinction, ou comme l'écrevisse à pattes blanches, une écrevisse de rivière qui souffre de l'artificialisation de son délicat écosystème. Outre la mécanisation, c'est la dégradation de la qualité des cours d'eau qui préoccupe, l'augmentation de la population urbaine, l'utilisation massive des produits chimiques dans l'agriculture, l'intensification de l'élevage et le développement des activités industrielles sont des facteurs qui ont un impact significatif sur l'augmentation des déchets toxiques. À cela s'ajoutent les récents épisodes de changements climatiques de plus en plus fréquents qui compromettent la disponibilité de l'eau et augmentent la prolifération de bactéries, comme les cyanobactéries, au détriment des autres formes de vie aquatique. Mon vagabondage écologique se poursuit alors dans le bas-bocage, allant de Malièvre, passant par les herbiers jusqu'à Loie, dans le cœur de la machine agro-industrielle vendéenne, en descendant jusqu'à 50 mètres sous le niveau de la mer. La topographie reste vallonnée,
mais c'est fait plus douce. La distension du maillage paysager s'ouvre vers des étendues qui laissent entrevoir la combinaison triptyque du bocage, de haies, talus, fossés et mares. C'est le paysage de l'hybridation urbano-rurale entre systèmes productifs agricoles et industriels, dont les cheminées et les silos s'élèvent au-dessus du système bocager. C'est là où s'est replacé le cœur du système productif contemporain. En rapport au reste du pays, le poids de l'emploi dans le secteur industriel reste important à l'échelle du département. Il correspond à 32% du total. Et comme déjà évoqué, il s'est réorienté vers le secteur agroalimentaire et mécanique métallurgique. C'est précisément dans cette partie du bas bocage qui sont implantées de nombreuses usines de production de grande taille, entre 500 et 1000 salariés, ainsi qu'une concentration tout aussi importante d'exploitations zootechniques, principalement de type hors-sol, est liée à la production de viande bovine, porcine et de volaille. Ce développement du système agro-industriel doit beaucoup au processus de désenclavement, objectif phare de la vision économiste du département entre les années 80 et 2000. Dans le double objectif d'attirer de nouveaux capitaux et de relier les villes qui avaient été exclues du système autoroutier national, le désenclavement s'est construit à travers deux opérations majeures. D'une part, la réalisation successive des grandes opérations d'infrastructuration routière, notamment la A83 Nantes-Niort et la A87 vers Angers-Paris, qui se croisent dans le cœur du bocage. D'autre part, à travers la création de nouveaux pôles productifs, appelés vendéopoles, stratégiquement situés à la sortie des principaux nœuds autoroutiers, des sites particulièrement attractifs en tant qu'espace privilégié d'aide et de subventions ou d'exonération fiscale liées aux collectivités. Aujourd'hui, l'orientation des marchés de l'agroalimentaire rayonne très largement à l'échelle nationale, voire nationale. Presque la moitié des industries agroalimentaires travaillent au moins sur l'un de leurs marchés à l'international, plus particulièrement sur les marchés de la grande distribution, la restauration rapide et du commerce de gros, tandis qu'une très petite partie est dirigée vers la vente directe aux consommateurs à l'échelle locale. Il s'agit d'un système de production intégré dans le circuit national et international d'approvisionnement et de distribution, ce qui révèle un caractère bien différent de ce système de production local, particulièrement ancré dans l'imaginaire vendéen. Ce succès a un prix. Outre la banalisation évidente du paysage, due à la rationalisation du système bocager et à sa fragmentation liée à l'arrivée de nouveaux tracés autoroutiers, d'autres types d'altérations moins évidents menacent les équilibres environnementaux. En particulier, c'est le système hydraulique qui en souffre. Le rejet des grandes quantités de substances toxiques dans les cours d'eau, notamment de matières organiques excédentaires, par exemple des boues, du digestat et du lisier provenant des unités d'élevage, des unités de production ou encore des systèmes de méthanisation industrielle, couplés au volume de nitrates et pesticides utilisés normalement en agriculture, créent des pressions importantes à la fois sur le système d'eau souterrain et celui de surface. L'analyse des documents de référence pour la surveillance de la qualité et de la quantité des eaux de surface et des eaux souterraines confirme les préoccupations soulevées lors des entretiens avec certaines associations de protection de l'environnement que j'ai rencontrées durant le voyage. En 2015, l'Agence du bassin Loire-Bretagne confirme que les territoires du bassin n'atteignent pas les objectifs de qualité écologique qui sont exigés par la loi sur l'eau. Au niveau régional, seuls 11% des cours d'eau sont en bon état écologique. Et au niveau départemental, le taux s'élève à 2%. Ce qui s'est lié au niveau national est que l'augmentation de l'emploi industriel, notamment dans l'agroalimentaire, entre 2008 et 2018, ce que vous voyez sur la gauche, et qui intéressait particulièrement le massif armoricain, est aussi lié au mauvais, voire très mauvais état écologique des masses d'eau. Un entretien particulièrement précieux avec l'ancien directeur de Terre et Rivières, Association pour la protection de l'environnement, m'éclaire sur les modalités très simples de reconnaître les 4 différents types d'altération des cours d'eau et leur nature: chimique, organique, mécanique, bactériologique. Il m'explique que l'altération s'observe sur des temps longs. Les phénomènes sont imprévisibles. Il faut s'armer de patience et accepter une certaine lenteur. La pêche,
activité qu'il pratique lui-même, est une bonne façon d'observer l'évolution des états des cours d'eau. Ces conditions d'altération ne passent pas inaperçues par les habitants ou les autorités. Nombre d'associations bougent pour obtenir la reconnaissance de ces phénomènes et certaines collectivités et établissements publics agissent déjà pour établir les cours naturels des rivières et agir pour leur requalification. Par contre, ces actions ciblent souvent les cours d'eau principaux, sans réfléchir au système de fossés, de rues, étangs et bassins d'eau en amont souvent peu surveillés. Il s'agit là d'un système diffus et capillaire d'éléments qui pourraient faire l'objet d'un nouveau projet de paysage. Dans ce sens, le voyage nous a conduit à identifier un micro-transect constitué par une structure paysagère s'appuyant sur des surfaces productives, des étangs, des cours d'eau particulièrement touchés par la dégradation de la qualité de l'eau et sa fragmentation. Cette portion de territoire pourrait-elle démontrer que l'altération peut être un levier d'un nouveau projet de paysage ? Le troisième transect va de l'Oie jusqu'au lac du Graon et traverse le Bas-Bocage, inséré dans le bassin versant du Lay, principal fleuve de la Vendée et qui se jette dans l'Atlantique. Le passage entre les sub-transects est une transition lente. Il est difficile de dire où commence l'un et où se termine l'autre. Il n'est pas possible de distinguer leurs limites, c'est plutôt l'enchaînement de patchs habités, de couloirs écologiques, infrastructurels, technologiques, qui ont, eux, une continuité et suivent d'autres logiques qui parfois m'échappent. Ici, le voyage me porte à identifier un autre type d'altération, le phénomène d'érosion du sol, visible plus particulièrement sur des terres agricoles qui se dénudent au soleil à la hauteur de la Ferrière. Inscrit dans une vaste ceinture de locogranite du domaine sud-armoricain daté de 320 millions d'années, le paysage du bocage est caractérisé par un sol peu fertile qui fatigue à fonctionner en tant que filtre et dispositif de stockage des eaux. La dégradation des terres agricoles ici est sensible, car bien qu'il a plu pendant 2 jours, la terre est sèche et friable. Si l'érosion est citée souvent en référence à des phénomènes côtiers, la principale activité responsable de l'érosion des sols à l'échelle mondiale est la production agricole de type productiviste. Elle recouvre environ 50% de la surface terrestre et elle est responsable de 75% de l'érosion des sols au niveau global. Ce qui en fait un paradoxe quand on pense que c'est aussi la principale activité qui assure l'alimentation de tous les êtres humains. Face à toutes ces mauvaises nouvelles, ce que je ressens est comme un appel à aller chercher de l'élan, de la nouveauté, la graine du changement qui se niche quelque part localement. C'est une espèce d'instinct de survie en moi qui cherche des réponses à un horizon de crise auquel le dogme de la croissance, de la compétitivité et du développement sans limite ne semble pas pouvoir répondre. C'est en suivant le cours de Lyon, affluent du Lay, que je retrouve des fragments de l'ancienne structure du bocage. Ici, mon voyage croise les lieux de vie d'un groupe d'amis réunis en une association autour d'une micro-ferme maraîchère appelée Champ des Écoutes. Je les rejoins donc sur leur petit terrain d'1,5 hectare. La première impression est celle d'un état de chaos et de désordre. Des petits bâtiments épars, des cabanes de terre et de paille, des tunnels de maraîchers, des objets, des meubles éparpillés ici et là, une yourte, un tipi. La visite du jardin est encore plus surprenante. Les plantes et la végétation s'agglutinent dans un chaos dans lequel il est difficile de s'orienter. Il m'explique calmement que tout a sa propre logique, son design. La position et l'orientation du jardin pour l'ensoleillement, la proximité des plantes et des légumes qui poussent en symbiose et augmentent la conservation de l'humidité pour réduire l'apport en eau, l'alternance avec des petits arbres fruitiers pour augmenter l'ombrage, l'intégration des plantes comestibles en complément alimentaire des légumes plus conventionnels, la création de zones humides pour récupérer l'eau de pluie et attirer les insectes pour lutter contre les espèces qui menacent la récolte. Ils font partie d'une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, initiative que Clément appelle exemple de réponses simples, locales et économiquement performantes aux questions d'approvisionnement en produits sains. Regroupés dans cette alternative ambiante, les AMAP sont une sorte de troisième voie au-delà de l'écologie radicale et de la green business. Une troisième voie qui regarde du côté de la décroissance sans y adhérer tout à fait.
Même si je ne reste pas assez longtemps pour tout comprendre de la vie au champ, il me semble que je trouve déjà quelques éléments de réponse à mes questions. Je me promets alors de revenir plus tard pour réaliser des entretiens, mieux comprendre leur positionnement, mais aussi les contradictions et les limites de cette manière de vivre. Je commence à sentir que ces initiatives méritent plus d'espace au sein de ma recherche. Mon voyage continue alors sur le dernier subtransect, en direction de la côte. Je me dirige là où le lait se jette dans l'océan, à la Faute-sur-Mer. Je traverse la vaste plaine du Marais Poitevin, un territoire situé entre 0 et 8 mètres au-dessus du niveau de la mer, territoire abandonné par la mer, au mieux conquis sur elle. C'est ce qu'on appelle localement le marais sec, un oxymore. L'homme ici a transformé un territoire humide en un vaste terrain d'exploitation pour la culture intensive de céréales, et en parallèle, à cause des phénomènes de sécheresse récurrents, il construit des bassines, entre guillemets, en toute irrégularité. À tout cela s'ajoutent des phénomènes orageux qui touchent directement la population qui habite ces côtes. En effet, c'est sur cette partie du territoire que les premiers effets des changements climatiques en cours remettent sérieusement en question la stabilité de la présence de l'homme sur les côtes françaises. En 2010, la tempête Xynthia pousse la mer à récupérer les territoires de marais alors occupés par l'urbanisation et imaginés jusqu'alors comme habitables. La petite ville de la Faute-sur-Mer se trouve piégée par la submersion marine et 29 personnes y perdent la vie. Les cartes anciennes révélaient que cette portion de territoire s'est trouvée dans une situation de cuvette, mais l'apparente stabilité de l'aménagement du littoral ne disait rien quant à la possibilité d'une telle catastrophe. C'est ici que l'évolution du climat et ses effets sur les territoires inquiètent le plus en raison de leurs conséquences catastrophiques et spectaculaires. Bien que l'événement Xynthia ait démontré la vulnérabilité des milieux habités sur la côte, une autre catastrophe semble égager les côtes armoricaines de façon bien plus silencieuse. Le phénomène des algues vertes engage toutes les côtes des Pays de la Loire et de la Bretagne. Présent depuis le début des années 70, il est le fruit à 95% des pratiques d'agriculture intensive. Comme le témoigna le président de l'Association de Terre et Rivières, les algues fraîches sont inoffensives, mais quand la matière organique provenant du continent s'accumule, elles prolifèrent. Et si elles ne sont pas ramassées, elles développent un gaz toxique, l'hydrogène sulfuré ou H2S, qui est un gaz mortel. C'est à partir du phénomène d'algues vertes qu'Inès Leroux, journaliste d'investigation, enquête entre 2016 et 2018 en Bretagne pour faire remonter la problématique de la pratique productiviste du secteur agroalimentaire à l'échelle nationale. Leroux permet de faire le constat des désinformations orchestrées par le monde de l'agrobusiness pour endormir ou tromper l'opinion publique, ce qu'elle nomme la fabrique du silence. C'est sur la côte que mon voyage s'achève. La dernière communication du président de Terre et Rivières me semble bien faire la synthèse de la sensation d'impuissance que je ressens face à la complexité des phénomènes d'altération qui traversent le territoire vendéen. C'est dans tous ces chiffres concernant la situation environnementale globale du département, au sens à la fois de la biodiversité, des pollutions des milieux et des conditions de vie, que l'on peut comprendre quelles sont les conséquences désastreuses à terme d'un modèle économique de type district qui fait pourtant l'admiration de tous. Contrairement à certaines régions adossées aux Alpes qui assurent la ressource en eau, la Vendée n'a aucune réserve en H2O et les futures usines de dessalement viendront détériorer une zone côtière fragile qui vit du tourisme. Il y a là une sorte d'impasse future. Le Transact a permis de recueillir un nombre important d'informations qui constituent une matière à réflexion et permettent de prendre la mesure de l'urgence de la crise environnementale en Vendée. Cette crise, loin de se limiter au seul rôle du capitalisme agro-industriel, elle est le résultat d'un grand nombre de choix, aussi liés à des systèmes de pouvoir qui ont tendance à se centraliser et à s'externaliser du territoire local, voire national. Nous avons également pu observer l'engagement quotidien
des acteurs locaux pour tenter d'apporter des réponses à ces états d'altération. Il nous semble cependant qu'une action plus incisive est nécessaire. Nombre de sites altérés peuvent être autant de leviers de projets, de reconquête et de régénération. Ce récit de voyage à travers le transept constitue une invitation à accepter la réalité de ces altérations, à briser la fabrique du silence, mais aussi à apprendre à regarder les sites altérés à partir de points de vue différents qui pourraient amorcer un ou des nouveaux projets de paysage. Ce récit ne devrait pas pour autant justifier la démarche productiviste, en pensant au projet comme une solution qui apporterait une réponse exhaustive aux conditions de dégradation en cours ou futures. L'horizon d'une alternative ambiante, qui s'est construit sur une volonté politique de penser un projet collectif orienté par l'urgence écologique, a besoin d'initiatives qui tentent une voie différente du modèle de convoitise qui règle notre économie mondiale. Merci. Bonjour à toutes et tous. Bon, je vais essayer, après l'annonce de l'effondrement de la Vendée, de vous remonter un peu le moral. Je suis ravi d'être avec vous ici. Alors, vous allez voir que ma présentation va avoir un caractère un peu différent, probablement. Pour deux raisons. Du fait déjà que je suis en doctorat en deuxième année, ce qui fait qu'on n'est pas exactement au même stade que mes collègues. Donc ce que je vais vous présenter ici, c'est surtout une recherche en cours, donc vraiment en devenir, c'est-à-dire que ce que je vais présenter là, c'est surtout une méthode à l'œuvre, en cours d'élaboration, et qui n'est pas encore testée. Donc il y a probablement des écueils, je vous demanderai d'être un peu indulgent. La deuxième raison, c'est qu'il s'agit d'une recherche en art, donc la teneur évidemment des contenus est quand même assez différente, bien que, comme vous le savez, la question du paysage, elle est quand même assez transversale, c'est-à-dire que l'objet des échanges ici ne repose pas forcément sur des questions qui sont directement liées à l'art. En l'occurrence, je pense que je vous apprends rien en vous disant que on parle par exemple de peintres paysagistes, c'est-à-dire des gens qui se sont intéressés de près ou de loin à la question du paysage représenté, et pas uniquement. Donc cette communication, elle s'intitule ainsi « Pour une approche du paysage réunionnais fondée sur la transdisciplinarité, l'expérimentation plastique et les mobilités ». Alors vous allez voir pourquoi. L'idée, ça va être de vous expliquer un peu à la fois un parcours, comment s'est construit cette méthode, et puis essayer d'être aussi le plus explicite possible sur ce que permettrait potentiellement cette méthode. Alors en introduction, vous allez voir que donc la forme de la présentation, je vais pas simplement vous lire des textes, je vais essayer de pas forcément coller au texte, donc je vous invite à les lire, je vais surtout les commenter. L'introduction, c'est ce que vous pouvez retrouver dans le catalogue, donc je vais pas redire exactement la même chose. Je m'étais basé tout simplement sur un petit ouvrage qui s'appelle « Patrimoine paysage sous le vent », qui a été publié par les éditions Terlas, un ouvrage c'est une petite maison d'édition réunionnaise, dans laquelle figure un certain nombre d'articles. Donc ce livre m'avait été donné par Patricia de Bolivier, qui à l'époque était la directrice de l'école des beaux-arts de La Réunion. Et dans cet ouvrage figurait un certain nombre de communications, dont une communication notamment de Serge Briffaut, et pas que. Alors Patricia de Bolivier, elle dit quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle nous dit « Loin de concerner uniquement le domaine de l'art, le paysage réunionnais intéresse de nombreux chercheurs insulaires et hexagonaux. Enjeu majeur de la création contemporaine, la question du paysage intéresse autant l'astrophysique que la chimie des sols, la philosophie, la sociologie, l'écologie, l'esthétique, le paysagisme, l'urbanisme, etc. » C'est un sujet qui est très transversal, et c'est vrai que quand on commence à s'intéresser à cette question, on voit que les champs disciplinaires qu'elle peut concerner sont quand même extrêmement vastes. Je ne vais pas revenir en détail sur ce que vous connaissez probablement bien. Je sais qu'il y a eu un certain nombre de projets qui ont été développés à Passage, notamment par Serge Briffaut sur les questions liées à la savane. J'en avais discuté un petit peu aussi avec Morgane Robert. Ça ne va pas tellement être l'objet de ma présentation, mais c'est des choses auxquelles j'ai été sensible à un moment donné de mes recherches sur l'île. Ma posture, elle est un petit peu différente en fait. Ce que j'essaie de présenter en termes de posture de recherche en art,
c'est que, en gros, si vous voulez, je postule que la recherche en art peut probablement apporter quelque chose d'un peu différent et d'un peu décentré. Alors le sujet de ma thèse, il s'intitule ainsi, c'est Mobilité artistique à La Réunion, une recherche-création de terrain en contexte insulaire indiano-océanique. L'idée, c'est de travailler sur les mobilités, par ce biais-là de questionner aussi les paysages, et puis de réfléchir aussi à La Réunion dans un bassin et dans un contexte un peu plus large, c'est-à-dire qui s'étend pas simplement à l'île de La Réunion, mais aussi à toutes les relations qu'elle entretient avec les territoires de proximité que sont Maurice, Rodrigue, et puis potentiellement au-delà. Alors cette approche, ça pose un certain nombre de questions, c'est un peu la problématique que j'avais soulevée pour ces journées. Comment est-ce que la recherche en art peut contribuer de façon significative à l'étude du paysage réunionnais contemporain? Qu'est-ce qu'on peut concrètement apporter de plus? Il y a déjà beaucoup d'images, beaucoup de peintures, beaucoup de gravures qui existent, un certain nombre de recherches qui ont été faites, donc qu'est-ce qu'on peut amener de plus? Comment parvenir à articuler la question du paysage à celle des mobilités et à quelle fin? C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent l'île, ça leur échappera pas qu'en fait on rencontre, comme dans beaucoup d'endroits du monde d'ailleurs, des problèmes qui sont liés aux mobilités, aux circulations, c'est-à-dire des phénomènes de saturation des routes, des paysages qui changent aussi du fait des voies de circulation qui se développent. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme méthodologie en œuvre pour essayer de travailler un peu toutes ces questions-là et comment est-ce qu'on peut envisager de nouvelles formes de collaboration multidisciplinaire pour aborder la question du paysage? Bien entendu, si je me limitais au champ de l'art et à ses possibilités, il y a des choses que je ne pourrais pas traiter. Donc l'idée, c'était d'aller piocher des méthodes dans un certain nombre de sciences humaines, et c'est ce que je vais essayer de vous préciser un petit peu après. Quand j'avais soumis la communication, on m'avait suggéré d'essayer d'être un peu plus explicite sur le territoire qui était abordé. Alors c'est vrai que tout le monde ne connaît pas forcément La Réunion. Donc je me suis dit que j'allais partir d'un schéma qui est assez simple, qui a été développé par Michel Sicre dans l'ouvrage que je citais précédemment. Et Michel Sicre, il a réalisé ce dessin qui est plutôt bien fait, qui propose une partition paysagère de l'île. Donc ça permet de voir que l'île, elle a un caractère qui est quand même extrêmement divers. C'est-à-dire que si vous êtes dans la partie, celle qui est à droite du schéma, vous êtes à l'endroit du volcan, donc c'est des plaines qui peuvent être assez désertiques. C'est là où on a des coulées de lave, c'est là où la végétation peut repousser de façon complètement impressionnante. On a des paysages qui sont très, très verts dans la partie est, c'est des régions qui sont très pluvieuses. De mémoire, je crois qu'Elbourg, par exemple, qui est le petit village très touristique qui est situé au cœur de Salazie, ça doit être l'une des régions les plus pluvieuses du monde. Donc ça donne une idée des écarts de climat qu'on peut avoir sur un territoire qui est finalement pas si grand. Donc cette partie ouest aussi, ce paysage que Michel Sicre a appelé le pays de lumière, c'est-à-dire voilà, c'est toute la zone de la savane, et puis on a aussi la partie nord, et puis la partie de l'entre-deux. Donc vous avez vu que les trois cirques déterminent un peu cette portion centrale de l'île, c'est-à-dire qu'on a des reliefs qui sont importants, on a, en l'occurrence, faire un travail de transect sur cette zone-là est quand même assez étonnant, parce qu'on se retrouve avec des dénivelés qui sont vraiment impressionnants. Alors notre démarche, en quoi elle consiste? En fait, la démarche que je mets en place, en fait, ça consiste à appréhender les paysages dans leur diversité sous l'angle des mobilités, ce qui implique de questionner aussi les déplacements des individus, les infrastructures qui facilitent les mobilités, les modes de transport, etc. Ce qui est intéressant, c'est de considérer que l'histoire de La Réunion, en fait, elle est liée au peuplement de l'île, c'est-à-dire que les mobilités, en fait, ont toujours été à l'origine de cette île. Il y a 350 ans, l'histoire nous dit que aucun habitant n'était sur l'île. En fait, l'île s'est peuplée par vagues successives de déplacements, de migrations, d'un certain nombre de phénomènes qui expliquent aussi que cette île-là, elle a quelque chose qui est intéressant du point de vue de sa genèse par rapport à la question des mobilités. Alors voilà comment ça s'est passé, donc ça c'est un peu la timeline de la recherche. Il y a eu une première réflexion qui s'était opérée au moment de l'inscription au doctorat. Ce doctorat en fait il a pris appui sur des projets que j'avais menés avec une architecte urbaniste qui s'appelle Éléonore Levieux. On a monté un collectif en 2014 qui s'appelle Neo Travel Makers et on avait développé 2 projets qui étaient au Japon et en Russie. Et à l'époque, on s'intéressait beaucoup à tout ce qui était les voies de circulation, c'est-à-dire des routes assez importantes, des routes historiques. Ça a donné lieu à 12 ouvrages qui ont été publiés aux éditions Elitis. Et le projet au Japon, par exemple, portait sur la route du Tokaido, et puis celui en Russie sur la route du Transsibérien, qui étaient des grands axes assez importants.
en tout cas dans ces territoires-là. Il nous a semblé opportun après de travailler sur des territoires qu'on connaissait mieux, parce que Éléonore est réunionnaise et on y va tous les deux depuis très longtemps. Et on s'était dit donc que ce serait intéressant de transposer ce travail de terrain qu'on avait fait dans un endroit aussi avec lequel on était plus familier. Les choses se sont un peu passées comme ça. Évidemment, aller en famille, faire passer les fêtes, c'est pas la même chose que mener un travail d'enquête sur place. Donc, ça a donné lieu en janvier 2022 à une première, ce que j'appelle une première étude de terrain, que je vais vous présenter très succinctement après. Donc, c'est un travail de débroussaillage. Ça a donné lieu à un travail beaucoup plus important en juillet-août 2022 lors d'une recherche, une résidence de recherche à l'ERCA, qui est une association située à Saint-Denis, une association d'artistes. Ensuite, bon, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été menées sur les questions des mobilités, aussi dans l'Hexagone. Juillet-août 2023, l'année dernière, on a commencé à concevoir les outils. Donc tout ça, je vais vous expliquer un peu ce que c'est, en quoi ça consiste. Et donc, en juillet-août prochain, l'idée, ça va être de voir un peu si tout ce qu'on a mis en œuvre depuis 2 ans fonctionne et permet d'avoir des résultats. En gros, on se situe là aujourd'hui. Alors cette carte, on l'avait élaborée pour faire un peu un état des lieux des différentes connexions qu'on avait pu établir et de quoi on était parti. Alors je ne vais pas vous la détailler parce que ce serait trop long, mais pour vous présenter un peu la légende, les petits points que vous avez comme ça en orange, c'est tout ce qui relève des musées, galeries. Tout ce que vous avez en bleu, c'est ce qu'on a appelé les lieux de mise en tourisme. En réalité, c'est plutôt les offices du tourisme. On s'y est intéressé pour d'autres questions à un moment donné. Vous avez tous les lieux institutionnels en orange. En vert, c'est ce qu'on a appelé les points d'entrée paysagers. C'est des zones sur lesquelles on a été amené à travailler. Par exemple, le point de vue du Maïdo, le Piton Tortue, sur lequel Stéphane Gilles, qui est un artiste réunionnais, a développé tout un travail. Ce serait un peu long d'aborder tout ça, mais chaque territoire mériterait d'y consacrer un certain temps. Et puis enfin, vous avez en rose tous les lieux d'art qu'on a été amené à fréquenter et puis avec lesquels on a été amené à tisser un maillage justement pour faire circuler notre projet par la suite et puis le présenter dans des contextes différents. Alors les recherches préalables, bon, je les ai résumées en quelques images. En réalité, c'est un petit côté carte postale, c'est pas tellement l'objet, mais c'était pour vous montrer un peu de façon très très rapide la diversité des paysages. Donc ça, c'est des photos que j'avais prises il y a 2 ans. Donc la partie haute que vous avez là, c'est tout ce qui va concerner plutôt la zone ouest, qui est la zone la plus urbanisée de l'île. Ici, vous vous situez plutôt autour du volcan, donc toute la plaine des sables, et puis le volcan en éruption, comme quasiment tous les ans. On peut s'y aventurer si on est bien accompagné. Et puis le cirque de Salazie. Je vous ai mis d'autres choses aussi qui concernent plutôt la partie centrale de l'île. On a des choses aussi à Elbourg. C'est pour vous montrer vraiment la diversité des zones qu'on peut trouver en termes même de qualité de paysage, ne serait-ce que de présence de la végétation ou non. Et enfin, on avait passé un petit peu de temps aussi sur cette route du Maïdo qui s'avère être un point un peu névralgique du projet qu'on va mener. Parce que le Maïdo, ça a donné lieu à un gros projet de Gilles Clément qui s'est appelé le projet Route Cathédrale il y a déjà assez longtemps. Alors je n'ai plus la date en tête, mais c'était dans les années 90 sous la présidence de Tavé, Marcel Tavé, qui dirigeait le FRAC Réunion. Un projet qui sera réédité d'ailleurs par le FRAC cette année, enfin qui sera édité pour la première fois avec des archives exhumées. Et puis, il s'avère que par des concours de circonstances, on a retrouvé la personne qui avait préfacé ce petit ouvrage. Marcel Tavé n'est plus là, le FRAC a changé, la direction n'est plus la même. Le projet qui existait sur cette route est tombé un peu en déshérence, il n'a pas été repris par la suite. Il se trouve qu'il y a des initiatives locales qui sont intéressantes, notamment portées par l'association ATLM qui s'appelle... c'est une association de tourisme locale qui se situe à Petite-France au Maïdo, avec lesquels on est amené à travailler depuis déjà une bonne grosse année pour commencer à faire un travail d'itinérance sur cette fameuse route du Maïdo qui va vraiment de ce qu'on appelle du haut jusqu'au battant des Lames. En fait, il y a toute une route qui franchit un certain nombre de niveaux d'altitude, ce qu'avait très bien exprimé Gilles Clément dans le projet qu'il avait développé. Donc ça, c'était un peu toutes les recherches préalables de terrain qu'on avait fait. Et en juillet, à partir de juillet 2022, il a été question de développer un peu la méthode, c'est-à-dire comment
aller plus loin que les précédents projets qu'on avait fait, comment ne pas simplement se contenter que de faire un travail de représentation, de figuration du territoire par le biais de captation photo, de dessin, comment essayer de mettre des méthodes en place qui soient plus expérimentales sur le plan créatif, c'est-à-dire qu'on ne se limite pas simplement à de l'image ou à du dessin, mais qu'on puisse potentiellement aussi s'emparer de tous les outils qui sont les nôtres en tant qu'architectes et artistes, à savoir vidéo, photographie, gravure, peinture, sculpture, bref, quelque chose qui soit très exhaustif en termes de possibilités. Donc c'est ce qu'on avait développé à l'ERCA à Saint-Denis à ce moment-là. Ça aussi, ça mériterait de passer un petit peu de temps dessus, mais il y a toute la question des raidillons. Il y a un raidillon de Saint-François qui passe à proximité, mais ce serait un peu trop long pour vous en parler ici. Je pense que j'aurais a priori pas vraiment le temps. Voilà, je peux peut-être vous en dire un mot rapidement. Les raidillons, c'était les routes qui avaient été empruntées, notamment par les marchands, et parfois c'était des routes qui étaient un héritage du marronnage à La Réunion. Donc aujourd'hui, ces routes, c'était vraiment des sentiers raidillons, en fait, c'est tout simplement parce que c'était très raide, ça monte à pic dans le paysage, on pouvait grimper à pied, et aujourd'hui, les tracés des routes ont des formes de lacets qui contournent un peu ces raidillons, du moins qui suivent un peu ce tracé des raidillons. Et puis l'ERCA avait décidé de mener un projet comme ça avec la mairie de Saint-Denis sur l'un des raidillons pour voilà, travailler sur toute la symbolique du raidillon, tous les éléments qui sont rapprochés de près ou de loin. Donc ils ont développé ce travail-là avec Stéphane Gilles. Richard Corblat notamment qui a fait une sculpture qui est installée là-bas. Donc c'est certains artistes résidents à l'ERCA. Et on s'est intéressé aussi, pendant qu'on était en résidence, sur ce territoire un peu environnement de la zone de l'ERCA, lorsqu'on était en résidence donc à Saint-Denis. Donc ça aussi, ce sera une partie du projet qu'on va développer. On travaille dessus actuellement avec l'ERCA pour consacrer une partie du projet d'itinérance sur ce territoire, donc qui est vraiment dans la zone nord de l'île. Alors ça, c'est quelques images qui présentent rapidement ce qu'on avait produit pendant cette résidence. Il y avait des dessins, il y avait justement un petit transect, des cartographies. On avait réfléchi à la possibilité de créer une méthodologie qui nous permette de l'expérimenter en se déplaçant dans le territoire. C'est là qu'on avait commencé à réfléchir aussi à la fabrication d'un outil qui soit un atelier mobile. Alors ça rejoint l'une des communications précédentes, mais on se demandait comment on pouvait fabriquer cet atelier mobile de toutes pièces. Donc c'est ce qu'on a fait, ce que je vais vous présenter après. Mais pendant cette première résidence, on a réfléchi donc à une fameuse méthodologie qui nous permette de brasser un certain nombre d'approches liées aux sciences humaines, que ce soit en anthropologie, en urbanisme, en géographie. Donc on est allé piocher un peu dans un certain nombre de registres pour essayer d'en faire une méthode de travail que je vais développer plus en détail par la suite. Alors juillet 2023, ça a été l'occasion justement de créer tous les outils qui allaient nous servir à arpenter le territoire. Donc c'est ce qu'on a fait à la Cité des Arts de La Réunion. Donc on a été invité en résidence pendant un gros mois pour fabriquer ça. Donc ça c'était les recherches un peu préalables. En fait, on voulait fabriquer quelque chose qui nous permette de circuler dans le territoire de façon décarbonée, c'est-à-dire pas une automobile. À pied, c'est parfois un peu compliqué, donc on voulait fabriquer un outil qui nous permette de nous déplacer dans le territoire. Donc alors là vous avez la partie de la structure qui était soudée, donc en fait on a travaillé en plusieurs étapes, tout a été fabriqué de A à Z. Là vous avez la version quasi définitive du projet, donc c'est un tricycle en gros, si vous voulez dans cette partie-là vous avez un petit moteur, à l'intérieur on a une batterie. Dedans, l'idée, c'est qu'on ait tous les matériaux pour pouvoir travailler dans le territoire. Donc après, vous avez ces deux parties-là qui se déplient. Et en gros, vous avez, grâce à ça, un petit atelier mobile qui nous permet de se déplacer dans l'île. Alors en gros, là, on a un timon qui s'accroche à une selle, un vélo devant. Ce qui est assez formidable, c'est que ce petit outil, il permet de tracter 350 kg. Donc on peut se déplacer, on peut même avoir du monde dedans. Alors on s'est fait aider quand même, on a cherché assez longtemps avec qui on pouvait travailler, donc on a écumé pas mal de lieux, on a échangé avec pas mal de gens, des ingénieurs, des entreprises spécialisées, et finalement on s'est rabattu sur Veloma qui a développé un système qui est en open source, qu'ils ont réussi à développer par le biais de l'ADEME. Ils sont basés à Bressuire d'ailleurs, pas trop loin de la Vendée, et donc en gros on a travaillé un petit peu avec eux sur la structure de base, cette partie-là.
On a importé une petite partie du matériel qu'on ne pouvait pas forcément trouver sur l'île. Et ensuite, avec des artisans locaux, on a travaillé donc, sur toutes les techniques, on va dire, vernaculaires de construction. Les cases créoles traditionnelles étaient fabriquées avec ce qu'on appelle du calumet tressé. C'est des petits bambous écrasés qu'on tresse. Là, vous n'avez pas encore le toit qui est terminé, mais le toit a été fabriqué par la suite en bardeau. Et donc, on a voulu travailler avec des artisans dont les savoir-faire sont réellement en perdition. C'est-à-dire que le bardotier est le dernier de l'île. La personne qui fait le calumet tressé, c'est le dernier aussi. Donc, on a passé un certain temps à trouver ces gens pour pouvoir travailler avec eux et développer un certain nombre de projets, dont celui-ci. Alors, cet atelier, pour vous le présenter peut-être un peu plus en détail, à quoi il sert? En fait, c'est un atelier qui se veut déjà être un laboratoire de recherche et de création. C'était un peu ça l'idée. C'était que dans cet atelier, on puisse avoir tous nos outils pour se déplacer dans le paysage, littéralement, pour pouvoir dessiner, faire du volume, de la photo, de la vidéo, de la captation sonore, des maquettes, bref, voilà, essayer d'être le plus large possible en termes de possibilités. L'un des points clés pour nous, c'était que ce soit un atelier autoconstruit et décarboné. C'était un peu l'un des enjeux justement pour questionner toutes les mobilités actuelles de l'île et tout ce qui peut poser problème en termes de déplacement et puis aussi d'enjeux écologiques. Le troisième point, c'était un atelier qui favorise l'interdisciplinarité et les savoir-faire locaux. On voulait vraiment mettre à l'honneur des savoir-faire qui, pour certains, qu'on ne retrouve que dans des images d'archives, c'est-à-dire qu'il y a quasiment plus de... On trouve encore un certain nombre de choses. Je peux vous donner une anecdote à ce sujet. Le bardotier avec qui on a travaillé a été contacté par la mairie de Saint-Pierre, qui est située au sud de l'île, pour refaire toute la couverture de la mairie de Saint-Pierre en bardeaux traditionnel, donc fait main. Les bardeaux, c'est des petites lattes de bois. 80 000 bardeaux, ça fait quand même du boulot. Il a passé 1 an et demi dessus et il n'a pas été invité à l'inauguration. Donc ça permet de saisir un peu la façon dont sont considérés ces savoir-faire aujourd'hui. Ensuite, on voulait que cet atelier soit vecteur de lien, parce que l'idée c'est d'aller à la rencontre des gens, mais aussi peut-être de leur laisser l'atelier pour que certains puissent l'expérimenter par la suite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que cet atelier, il donnait pas mal d'idées à beaucoup de gens, c'est-à-dire pas uniquement à des artistes, pas uniquement à des chercheurs, mais aussi parfois à des gens tout simplement qui vendent des choses sur le marché. Et en fait, potentiellement, ça peut avoir un usage assez large. Et l'idée, c'était de réfléchir aussi à un objet qui questionne les mobilités et des potentialités différentes ou des choses qui puissent se faire en termes de déplacement d'une manière un peu différente. Et enfin, tout simplement, le 5e point, c'était de faire un atelier qui soit comme un mouvement, un peu un mouvement inspirant, c'est-à-dire que ça invite aussi à la création de nouveaux récits, de nouvelles images. Je vous invite par exemple à écouter des entretiens d'Alain Damasio qui sont assez formidables. Alain Damasio, vous savez, c'est un écrivain qui écrit surtout de la science-fiction, et il parle justement du pouvoir des récits, du pouvoir des nouveaux récits et de la capacité de la littérature notamment, mais pas que, à proposer des formes de réalité alternatives, c'est-à-dire d'autres possibles. Et en gros, ce qu'on cherche à faire avec ce projet, c'est proposer de nouvelles images, de nouvelles typologies, certes perfectibles, mais qui permettent de retrouver aussi des possibilités alternatives. Alors, je vais maintenant m'attaquer à la partie, on va dire, la plus importante de cette présentation, parce que l'un des enjeux de cette communication, une partie du colloque portait sur les méthodes, et justement les nouvelles méthodes qu'on pouvait envisager en termes de recherche concernant la question du paysage. Cette méthode, je l'ai appelée Dogma. Alors c'est un petit clin d'œil peut-être pour ceux qui connaissent à Dogma. Dogma, ça a été développé dans le registre du cinéma par Lars von Trier notamment. Et c'était une méthode expérimentale de cinéma. Donc c'est un petit clin d'œil justement parce que cette méthode, elle est liée aux arts visuels, mais elle a une dimension expérimentale aussi. Alors, en fait, cet acronyme, il se décompose de la façon suivante. Donc Do, je vais vous le détailler un petit peu après. C'est un suffixe japonais qui a une polysémie qui est assez belle. T, c'est la lettre qui correspond à la toolbox, c'est la boîte à outils qu'on va utiliser. M, c'est la multigraphie, c'est-à-dire des types de techniques très variées. Et puis enfin, A, c'est le fameux atelier mobile dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors l'idée, c'était donc de fabriquer une méthode qui permette d'avoir une palette d'outils conceptuels et techniques assez large
pour créer des enquêtes de terrain fécondes et qui soient aussi d'une certaine façon innovantes ou un peu différentes, c'est-à-dire trouver des clés d'entrée qui soient, disons, des combinaisons génératrices qui génèrent en fait des possibilités qui sortent de ce qu'on pourrait attendre. C'est-à-dire que parfois, quand on met des méthodes en place, quelque part la méthode étant très fixée, on peut savoir d'une certaine manière à l'avance ce que ça va donner, ce que ça va produire. Là, l'idée, c'était de favoriser des méthodes qui est quelque chose qui relève du hasard, c'est-à-dire des méthodes aléatoires qui d'une certaine manière, en fait, amènent à créer quelque chose de différent à chaque fois. Et donc cette méthode, en fait, elle prend appui sur les démarches de création qu'on a initiées avec le collectif depuis un certain temps. L'idée, c'était d'arriver à questionner par cette méthode-là, que ce soit l'architecture, la géographie, l'histoire aussi des lieux. Et l'idée, c'était toujours de porter aussi une attention particulière à toutes ces évolutions contemporaines des grandes voies de circulation historiques qui innervent les territoires, et notamment les grands axes de circulation à La Réunion. Alors, soit dit en passant, c'est amusant parce qu'il y a une petite semaine, donc jeudi dernier, j'étais en visio avec justement l'Université de La Réunion et l'école d'art de La Réunion, qui a tout un programme de recherche sur le paysage. C'était un contexte assez différent, évidemment, parce que c'était davantage lié aux questions artistiques. C'est peut-être des choses qui sont moins présentes dans les journées ici, mais il y a une porosité entre les deux types de recherche qui sont une porosité qui est assez surprenante. Ouais, ça va le faire. Donc, je vais vous expliquer un peu à quoi correspond cet acronyme. Alors, Do, en japonais, Do, c'est un suffixe qui signifie la voie. C'est-à-dire, vous savez, par exemple, on a le judo, le bushido, etc. Il y a quelque chose c'est à la fois aussi une dimension spirituelle, mais en fait, Do, ça évoque un certain nombre de choses. Pour caricaturer et schématiser, en fait, ce Do, il symbolise en gros toutes les disciplines sur lesquelles on s'est appuyé pour mener cette recherche. Donc en gros, on a l'art, l'architecture, l'urbanisme, l'anthropologie et la géographie. La toolbox, l'idée, ça a été donc de fabriquer une boîte à outils. Donc pour ça, en gros, j'ai passé un certain temps à aller potasser des livres de géo, des livres d'urbanisme, pour voir un peu quelles sont les méthodes d'enquête de terrain. Donc je vous en donne quelques-unes. Par exemple, en architecture et urbanisme, on va avoir tout ce qui relève de l'analyse architecturale, des études des modes de vie, de la géographie, de l'histoire du site. Ce qui va être du côté de l'éthologie, on aura les périodes d'imprégnation, études éco-descriptives. Bref, on a essayé de faire un catalogue assez exhaustif de tout ce qui existe, même en termes de cartographie, quels sont les types de cartes qu'on peut utiliser pour aller aborder les territoires. Quels sont les modes de représentation aussi, les méthodes de représentation, tout ce qui va avec bloc, plan, coupe, etc. En fait, ça donnait lieu à un tableau qui, il faut le dire, n'est pas très utilisable en l'état. Donc la question qui s'était posée, c'est comment transformer ça en méthode qu'on puisse utiliser, quoi. Donc c'est là que l'idée du jeu de cartes s'est imposée. Donc je vais vous le présenter un peu plus en détail après. Le M, donc c'est la fameuse multigraphie, et là l'idée dans la multigraphie, c'était d'avoir un certain nombre de techniques qu'on puisse employer et donc de réfléchir à tout ce qui existe en termes de graphie, c'est-à-dire remonter à l'étymologie du mot qui en fait signifie faire des entailles. C'est l'étymologie qui donne naissance en fait à l'écriture autant qu'au dessin, et donc cette graphie, qu'est-ce qu'elle embrasse aujourd'hui? Alors, il y en a beaucoup, hein. Par exemple, dans graphie, vous avez la photographie, macrographie, calligraphie, cartographie, etc. Donc, l'idée, c'était de faire une espèce de petite banque de possibilités techniques. Et puis ensuite, ça a donné lieu donc, à un jeu de cartes qui est toujours en cours de construction. Donc ça, c'est sa version bêta qui est pas très jolie en l'état. C'était plus ça, c'est la version en fait qu'on avait développée en 2021 lors de la résidence à l'ERCA. Et pour vous l'expliquer en quelques mots, ça fonctionne comme ça. Vous avez 4 tas de cartes différents. Je pense que le jeu de cartes, il va se simplifier. Au final, on va faire une version plus simplifiée qui va se composer une quarantaine de cartes, donc 4 tas de 10. Vous avez d'une part toutes les graphies, vous avez d'autre part en fait toutes les méthodes, ce qui va reposer par exemple sur de l'analyse architecturale, reconduction photographique, étude de matériaux, etc. Vous avez ce qu'on appelle des digraphies. Donc les digraphies, c'est plutôt c'est les types de graphies qui reposent plutôt sur de l'étude. Par exemple, en parlant à des géographes, ça va leur parler. Tout ce qui va être hydrographie ou par exemple zoographie, évidemment, ça va donner lieu à d'autres types
centres d'intérêt qui vont permettre d'être développés par rapport à ces entrées-là. Et ensuite, on a tout ce qu'on appelle les conventions de représentation, c'est-à-dire maquettes, blocs diagrammes, des choses qui sont couramment utilisées dans le projet architectural et urbaniste notamment. Et donc l'idée est assez simple, c'est qu'en fait, en faisant un tirage au sort, ça génère des combinaisons aléatoires qui sont assez multiples et qui vont croiser donc des types de représentation à des types de méthodes d'analyse de terrain. Et l'idée, c'est qu'avec ça, on va générer différentes combinaisons qui vont permettre de produire des œuvres qui sont aussi sources de connaissances. Voilà, alors je vais en venir à la fin. Donc, qu'est-ce que je cherche à faire avec cette méthode? En fait, le principe, il est assez simple. C'est-à-dire qu'il y a une forte composante expérimentale qui consiste à mettre en œuvre donc, des recherches qui visent à acquérir de nouvelles formes de connaissances liées au territoire et au paysage réunionnais, en l'occurrence. Alors, le recours à cette méthode, en fait, ça favorise la production de savoir-faire, de savoir alternatif, tout en approfondissant les relations qui existent entre les pratiques artistiques et notamment les transformations spatiales et socioculturelles. Je suis convaincu, évidemment, c'est pas pour rien que je suis en art, que l'une des forces de la création, c'est de pouvoir avoir une capacité, disons, à proposer des nouveaux récits, à fabriquer des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires. C'est aussi l'un des enjeux de cette pratique, proposer aussi des formes alternatives de recherche. En fait, la recherche en art, là on est bien dans un registre de la recherche-création, c'est une possibilité parmi tant d'autres. Finalement, là, j'avoue développer une méthode qui est assez expérimentale dans la mesure où ce modèle, je ne l'ai pas puisé chez quelqu'un d'autre, c'est un test, quoi. L'accent porté sur les mobilités, ça vise aussi à conduire donc, tous les gens qui vont être initiés ou non initiés à l'art, à développer une réflexion sur l'impact des mobilités sur les territoires réunionnais. Et puis, un des buts, pour ne pas vous le cacher, c'est aussi la raison de ma présence ici, c'est de proposer des applications concrètes et de réfléchir aussi à de possibles collaborations interdisciplinaires pour décloisonner un peu les pratiques et puis favoriser le dialogue. Ça m'intéresse évidemment de présenter cette méthode qui est par essence interdisciplinaire dans un contexte qui ne relève pas nécessairement des arts. Et c'est tout l'enjeu de ma présentation aujourd'hui, quoi. Voilà, alors je crois que j'arrive quasiment au terme de cette présentation, donc je vais conclure là-dessus. Peut-être vous parler rapidement du futur, l'idée de l'itinérance de juillet-août prochain. Ça va être d'inaugurer cet atelier mobile, de le tester pendant 3 phases d'itinérance, donc au Maïdo, à Saint-François, et puis ensuite de la partie nord de l'île jusqu'au Tampon, de restituer le projet donc à la Box, qui est un lieu d'exposition au sud de l'île. On va faire pas mal d'itinérance aussi, donc ça c'est tous les partenaires qui nous accompagnent pour l'instant sur le projet. L'idée ça va être en fait de passer un petit moment, un petit bout de temps avec chacun des protagonistes du projet pendant l'itinérance et pendant la restitution. Et donc, pour finir, si jamais ça vous intéresse, sachez que j'aimerais bien tester cette méthode en conditions réelles dans l'atelier. J'ai un atelier à Bègle, un atelier collectif. Il est question de terminer cette méthode et de l'expérimenter déjà dans une géographie de proximité, peut-être dans l'agglomération bordelaise, aux environs du mois de juin. Donc si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Merci de votre attention. Et on va commencer par donner la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des remarques, questions, lancements sur ces 3 interventions? Bonjour, merci beaucoup. Juste une petite question pour Amandine. Je ne sais pas si tu voudrais développer un petit peu sur l'expression que tu as utilisée, les fermes paysages. Ok. Oui, en fait, c'est une expression qui est venue quand, au départ de l'enquête, au moment du trouble que j'expliquais, là, où je trouvais pas de manière de parler de... Enfin, en tout cas, j'avais l'impression qu'il se passait quelque chose dans ce qu'on avait vu à l'intérieur de ces fermes et qu'il n'y avait pas de correspondance dans un discours un peu plus général. Et c'est pour ça que j'ai utilisé j'ai accolé ferme paysage et depuis c'est resté, parce que je trouve que c'est assez pratique, parce que c'est assez ouvert, vu qu'on ne sait pas exactement ce que c'est.
Et ça écarte un peu la question de ferme paysanne, parce que par rapport à ce que j'ai dit. Et en même temps, ce que j'ai commencé à écrire là pour la thèse, c'est que c'est pas une échelle de... Je crois que je suis passée rapidement, mais c'est pas une échelle d'espace fixe. Et au contraire, c'est plutôt un espace mobile. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est un lien avec les définitions dont on a entendu parler du paysage comme relation ? Oui. Ouais, moi, c'est juste une remarque, c'était pour vous remercier de la qualité des illustrations et des représentations qu'on avait. Et c'était pas vraiment le sujet cœur de cet atelier-là, mais je trouve qu'on a eu trois ouvertures vers des possibles très intéressants dans vos trois présentations. Donc merci beaucoup pour tout ça. Vous pouvez peut-être du coup commenter un peu sur comment les uns les autres, alors pour Vincent il y a une espèce d'évidence, mais dans vos disciplines de toute façon, comment l'image intervient dans la construction même du propos, les uns et les autres, chacun votre tour. Je vois Alessandra qui opine du chef. Oui, alors la question de la cartographie, c'est assez central dans cette partie de la thèse, enfin dans la thèse en général. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé pendant la communication, mais la cartographie est un instrument de recherche en soi. Donc, par exemple, le moment où j'ai montré les deux cartes au niveau national de la création de l'emploi industriel et puis la qualité l'état écologique des cours d'eau de surface, c'est en faisant le delayering tel qu'il a été conçu par Ian McHargue et a été bien évidemment développé à la suite, mais cette façon de travailler par couche et puis vraiment par hasard ces deux couches se sont superposées. Eh bien, là, il y a une découverte. Et c'est par ce type de découverte-là aussi qu'on fait de la recherche. Donc, peut-être que, voilà, en ayant une culture française, on sait bien que la région de Bretagne est particulièrement touchée par ces questions et notamment liées au secteur agroalimentaire. Mais en fait, j'ai pas cherché ces données en ayant l'intention de les superposer et du coup de découvrir ça. Donc finalement, la cartographie, la construction d'images, de cartes, c'est un acte de recherche en soi. Et je trouve que oui, parfois on utilise des images ou des cartes en tant que complément d'un texte, alors que, on fait de la recherche par la carte. Et c'est un temps et c'est ça demande énormément de temps, d'attention aussi, et parfois c'est totalement par hasard qu'on fait ces découvertes. Voilà. Amandine ou Clément, vous voulez intervenir aussi là-dessus? Comme vous J'en voulez. profite aussi alors. Oui, pour vous dire bravo, c'est vrai. Moi, j'ai aimé notamment ta petite timeline, l'intégration des photos verticales et tout ça. Et il y a aussi tout le rapport en fait au paysage manufacturé, les photos de Burtynsky. Il y a un travail aussi sur l'image que je trouvais très beau aussi. Ouais. Dans mon cas, c'est presque un prérequis, donc ça fait partie de la discipline, quoi. On fait ça pour ça. Oui, moi j'ai une question pour. Je suis là. Pour Alessandra, à propos du transect, justement, comment a été choisi à la fois le point de départ et le point d'arrivée? Le point d'arrivée, la faute sur mer, donc c'est très symbolique par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce que ça a été déterminant dans le choix ou, voilà. Oui. Par rapport au point de départ, je l'ai un peu évoqué pendant la communication, Cholet était le cœur de la nébuleuse industrielle vendéenne, donc c'est par là qu'est parti ce processus d'industrialisation diffuse qui après a pris notamment dans le haut et le bas bocage, qui a été longuement étudié en plus
chercheurs en sociologie, en économie et des géographes aussi, en lien avec la question du développement local, donc le paradigme lié aux ces entités socio-économiques qui sont les districts industriels en Italie et les systèmes productifs locaux en France. Voilà, ce choix était lié aux origines aussi de la thèse en soi, parce que je n'ai pas présenté toute la thèse, c'est juste une partie. Donc c'est vrai que j'ai abordé notamment les territoires des anciens systèmes productifs locaux pour comprendre qu'est-ce qui était de ces systèmes productifs locaux aujourd'hui, sachant qu'on parle des années 70-80, au moment où il y a un déclin industriel généralisé, et puis on voit l'émergence de ces petites industries qui font exception et qui surprennent et qui ont participé aussi à entretenir ce discours du succès entrepreneurial vendéen, mais pas que, parce que je me prolonge un peu, mais chaque thèse, je pense qu'elle a une partie de biographie. La Vendée était aussi un territoire qui m'a ramené un peu chez moi, parce que je viens de la région de Vénitienne en Italie, qui est une région très connue pour ces processus de district, ces phénomènes de district industriels. Et j'ai trouvé beaucoup d'analogies entre la Vendée et la Vénétie, pas que par ce processus-là, mais par plein d'autres, des questions aussi sociales, de culture locale. Mais voilà, c'est un autre sujet. Donc, Cholet était plutôt lié à cette question-là. La Faute-sur-Mer, en direction estuaire du Lay. Donc, c'est vrai que par rapport à la vallée section de Guedes, j'ai pas suivi le cours d'eau, parce que Guedes suit plutôt un cours d'eau, donc il reste dans un bassin versant. Moi, j'en ai traversé 2. À la fois, j'ai suivi le cœur de la nébuleuse, puis je l'ai parcouru en la traversant, donc en allant vers l'extérieur. Et puis la Faute-sur-Mer, oui. Alors certainement, il y avait une intention aussi de toucher aux questions de changement climatique et des catastrophes liées à la tempête. Mais aussi l'estuaire du Lay. Donc, à la fois retrouver cette ouverture vers l'océan, vers la côte, telle qu'elle est décrite par Guedes. Donc voilà, il y a à la fois ces deux éléments. Merci. Alors, je te passe la parole. Merci Bertie. D'abord, je tiens à vous remercier beaucoup de ces 3 présentations qui sont hyper intéressantes et très diverses sur l'approche, etc. Et j'ai quand même quelques questions aussi, qui est peut-être valables pour tous les 3, donc sur 3 points. Premier point, d'abord, par rapport aux acteurs sur le terrain que vous travaillez, donc tout le monde en parle, et comment ils sont présents, ou bien comment ils prennent un rôle, ou ils ont un rôle par rapport à votre travail. Deuxièmement, c'est la question, quand on parle du paysage, effectivement, la question de temporalité. Comment ça a été pris en compte, ou bien appréhendé par rapport à votre travail. Parce qu'il me semble que, par rapport à chaque sujet, chaque contexte, chaque travail, et surtout ce que vous avez présenté et toutes les thèses présentées depuis hier, il me semble par rapport dans un autre contexte, la temporalité ne sont pas les mêmes. Donc comment ça a été observé ou bien pensé par rapport à vos travaux. Et en dernier, c'est peut-être la question par rapport à l'état de l'art. Et effectivement, par rapport au travail de Vincent, on voit bien, il y a une dimension internationale qui était très présente. Donc, ces questions d'état de l'art à l'échelle internationale, comment elles sont prises en compte ou bien travaillées, voilà. C'est peut-être un trop, mais voilà. Amandine, on n'a pas encore entendu. Je pense pas que je vais pouvoir répondre à tout d'un coup. Voilà. Au choix. Peut-être que je peux parler des temporalités. C'était pas vraiment une notion qui était une catégorie a priori que je m'étais donnée pour regarder un peu ce qui se passait dans les fermes du Pays Basque. Et en fait, c'est apparu plutôt quand j'ai commencé à faire le point un peu sur toutes ces expériences-là dont on avait rendu compte à plusieurs. Je me suis rendu compte que cette catégorie qui avait l'air assez
évidente de manière d'appréhender les choses, quand est-ce que ça se passe. Mais en fait, ça marchait pas du tout. Il fallait absolument décomposer. Et du coup, j'ai été chercher, je suis tombée sur des gens, notamment l'anthropologue Madeleine Salustio, qui a travaillé sur des collectifs néo-paysans. Et elle s'inspire des travaux du sociologue William Grossin, qui parle de milieu temporel. Et j'ai trouvé que c'était particulièrement pertinent pour regarder ce qui se passait dans les fermes du Pays Basque. Et du coup, je me suis attachée, j'en ai pas parlé là, mais je me suis attachée à essayer de décomposer un peu toutes ces temporalités qui sont à l'œuvre là-bas. Bon, c'est pas, comme je disais, on peut pas, je pense pas qu'on puisse regarder les fermes du Pays Basque avec un modèle ou en posant des catégories. Donc j'ai fait une liste qui est longue à partir de la situation d'observation participante dans l'élevage bovin. Et ça permet après de la regarder en faisant varier des critères pour voir si les critères de rythme, ça peut marcher pour en parler, si temps cyclique, temps linéaire, ça marche. Voilà, c'est une variation autour de ça, mais oui, c'est devenu finalement quelque chose d'important. Ouais. Voilà. Peut-être, oui, également, peut-être pas tous les points. Peut-être sur les acteurs et les temporalités ensemble, parce que justement, observer l'altération, j'en parlais aussi, il faut du temps, et parfois c'est quelque chose, on n'y tombe pas comme ça, forcément parce qu'on traverse un territoire et on peut tomber sur le lisier qui est rejeté sur le cours, ou des cyanobactéries, c'est qu'en été, pendant les périodes de sécheresse. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui font que à ces moments-là, on peut observer ces phénomènes. Donc dans la présentation, il y avait beaucoup de photographies qui m'ont été transmises par des acteurs que j'ai rencontrés, notamment cette association Terre et Rivière qui est vraiment une sentinelle des états d'altération dans le bocage vendéen. Et donc ces acteurs-là ont été centraux. Donc pour moi, le fait de faire parler aussi ces personnes qui sont des voix en marge des discours dominants, parce que les discours dominants sont liés à ces récits, ces narrations, ces rhétoriques autour du succès, qui ont tendance du coup à mettre en deuxième plan ces voix qui sont pour moi centrales pour se rendre compte collectivement de ces conditions réelles du territoire, du paysage, et qui n'ont pas forcément l'espace, les temps pour s'exprimer. Donc la thèse pour moi c'était vraiment une façon de leur donner cette place et ce temps-là. Voilà. Moi, je dirais que les trois questions sont liées en réalité. Je crois que par rapport à la temporalité, ça a été pensé comme un projet de création en réalité calqué sur la durée de la thèse, quoi. Et ça a impliqué différentes étapes. La toute première étape dont j'ai pas parlé, ça a été de faire des entretiens filmés avec beaucoup d'artistes réunionnais, et pas que, des gens du monde de l'art à La Réunion. Donc il y a quelques heures de vidéos qui sont montées, accessibles sur Internet. Et ça a été un peu le point de départ, qui a aussi entraîné la constitution d'un état de l'art qui s'est complété au fil du temps, qui a amené aussi différentes phases du projet, c'est-à-dire des temps de résidence, des temps de restitution. Et finalement, les trois sont très liés. Voilà. Merci beaucoup pour vos interventions passionnantes et avec une présentation assez méthodologique. Aussi, je voulais remarquer, c'est d'abord une remarque, dire que vos approches et le choix de vos mots et ce que peut-être vous projetez aussi dans ce que vous dites me semble assez contemporain, de manière assez aussi en termes de référence. Et donc ma première question serait pour Amandine. C'est une petite question. J'ai l'impression que c'est fortement nourri d'écoféminisme. Je sais pas, voilà, comme ça. Et que ça peut peut-être être dit
plus, je ne sais pas, et que cette question de l'ordinaire aussi me semble important, un peu comme dans l'écoféminisme, on peut dire que le domestique est politique, et ça nous apprend beaucoup de choses justement, et j'étais très frappée de la première image d'ailleurs que vous avez donnée, qui nous donnait déjà tout ça. Première photographie. Merci. Ça me fait hyper plaisir qu'on en parle, mais en fait, c'est, je pense, quelque chose dans lequel je baigne, mais c'est pas à partir de ça que s'est construit la réflexion. Mais c'est vrai que c'est très lié, et j'ai l'impression que l'écoféminisme, ça a vraiment du sens avec ce qui se passe là-bas et la manière dont je l'approche. Mais c'est tellement éloigné du milieu dans lequel je vis que c'est pas forcément les références qui sont venues en premier, parce que je les trouve un peu intimidantes. Mais oui, c'est évident que c'est très lié. Et je parlais des épistémologies féministes plutôt, de Donna Haraway. Et oui, c'est très lié. Et je pense que c'est vraiment avec cette thèse que j'ai découvert que les théories féministes pouvaient être vraiment passionnantes pour la recherche et qu'elles avaient vraiment du sens aussi en paysage. Tout ce qu'on a pu dire ce matin sur les manières d'approcher le terrain, de situer les connaissances, des manières de considérer les gens avec qui on interagit, notre place dans l'enquête, comment on est affecté. C'est évident que ça peut apporter quelque chose. Et après, je me suis rendu compte aussi que, en fait, par exemple, j'ai parlé de Michel Salmona, qui il me semble pas du tout, c'est pas du tout déclaré comme écoféministe, mais en fait dans son approche, et en fait c'est plus ancien. C'est plus ancien que les écrits écoféministes et que les réflexions contemporaines. Et ce que j'ai voulu mettre avec l'image de Anitra qui trait à la main quand je parlais des savoirs mobilisés, c'est que j'ai l'impression qu'en matière d'agriculture, on a un peu un a priori qu'il y a des enjeux contemporains de revenir au savoir des paysans et tout ça, alors qu'en fait, il y a des gens qui, depuis très longtemps, disent « Attention, on ne regarde pas ce que nous, on sait. Attention, nos savoirs sont niés. » Et on a l'impression que ça s'est perdu, alors qu'en fait, c'est pas que ça s'est perdu, c'est qu'on fait croire que ça s'est perdu et que ça n'existe plus. Mais il y a des gens qui, depuis Jean Pitreau, qui habitait en Soule, dans les années 60, il a monté un centre de formation, il a fait des partenariats avec Michel Salmona pour dire mais les bergers, en fait, on a des manières de travailler, des savoirs qui n'apparaissent pas dans les études que fait l'État sur nous. Et ça disparaît. Comment ça se fait que notre manière de prendre soin de notre troupeau, elle disparaît dans le discours? Et ça, c'était dans les années 60. Et donc, je suis hyper convaincue par les discours écoféministes que je ne connais pas assez, je pense. Mais je pense que c'est bien aussi de se dire que c'est un plus et qu'il y a déjà de la matière, de gens qui ont déjà dit ça. Et c'est vrai que c'était aussi des femmes, géographes aussi, je pense à Nicole Mathieu, et qui ont dit il y a quelque chose quand même, déjà depuis longtemps. Et je trouve que l'agriculture sur ce sujet est particulièrement un cas assez clair, quoi. Merci, en tout cas, merci pour la question. Je ne peux être que ravie d'entendre parler de Nicole Mathieu, qui a été une personne très importante, effectivement, dans les études rurales et qui a été pionnière sur beaucoup de points, et notamment cela. Il y avait une question droit de poursuite. C'est pour Alessandra Marcon. Vous avez utilisé le mot patch. Et donc, est-ce que vous renvoyez à Natsing ? Je me demandais si
pas forcément. Mais si vous remployez, donc qu'est-ce que vous, parce que là il y a une force extraordinaire pour la question du paysage, et j'aimerais vous entendre à ce sujet. Oui. Alors le mot patch, il est lié à la fois, originairement aux études en paysage, en landscape, architecture, landscape planning américain. Donc voilà, c'est par là que j'ai approché personnellement le mot patch en étudiant justement la manière dont les paysages sont composés de couloirs, de patchs, des textures, voilà. Donc ça, c'est plutôt l'approche par laquelle j'ai approché cette notion-là. Mais justement, plus récemment, tout comme Amandine, c'est pendant la thèse, je me suis approchée aussi aux études écoféministes. Donc exactement, je pense qu'il y a un glissage dans la thèse, mais qui n'est pas forcément si explicité que ça. Donc je n'oserais pas m'exposer tout de suite, mais effectivement, il y a un glissage, mais je l'ai pas noté. Mais voilà, tout comme Amandine, je vous remercie de cette question parce que ça me fait penser à des choses, donc peut-être à la suite de mes recherches. Bien, alors comme il est 4h05, si on doit respecter un peu le temps, je crois qu'on va devoir clore cette session. Moi, je voulais juste dire que j'étais évidemment très intéressée par votre intérêt à vous trois pour les savoirs vernaculaires et la question de leur reconnaissance, la question de leur mise en visibilité, qui renvoie aussi à des choses sur lesquelles on a travaillé à Passage il y a quelques années sur invisibilité, visibilité, mise en invisibilité et mise en visibilité. Et que là, il y a des choses qui tournent et qui posent effectivement des questions de méthode derrière pour mettre en écoute et mettre en regard des choses qui sont là, mais qu'on a parfois du mal à saisir si l'on ne souhaite pas les déformer en les saisissant. Donc, merci à tous, et puis je vais passer. Donc on va passer la parole. On va passer la main au grand ordonnateur des restitutions générales, Serge. Oui, grand. Alors...